Bienvenue sur la chaîne secrète DE Prospérité. Il se peut que vous ayez déjà oublié d'offrir un cadeau d'anniversaire à votre partenaire, ou que vous ayez manqué une date importante avec votre femme, les conséquences étant, au pire, un dîner silencieux ou quelques articles de luxe qui disparaissent discrètement. Mais si vous oubliez un jour crucial cette année, le prix à payer pourrait bien être l'intégralité de la richesse que vous avez accumulée au cours de la dernière décennie. Ce n'est pas une blague. Parce qu'en seulement 60 jours, un événement majeur pourrait se produire pas sur un champ de bataille, ni dans une banque, mais directement sur le bilan du gouvernement le plus puissant du monde. Ce ne sera pas seulement une histoire de chiffres froids. C'est l'histoire du marché financier mondial, où même la moindre fluctuation en provenance des États-Unis peut déclencher un tsunami de défauts de paiement à travers le monde. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que cela a déjà commencé. Le premier signal, la dévaluation du dollar américain. Et vous le savez bien, lorsque la monnaie la plus forte du monde commence à faiblir, ce ne sont pas seulement les fonds d'investissement ou les banques qui tremblent, toute la chaîne financière de votre patrimoine personnel sera aussi emportée. Mais ce n'est pas tout. Au cours des 2 prochains mois, les États-Unis devront rembourser une dette colossale de 6 500 milliards de dollars, une somme suffisante pour racheter l'ensemble de l'économie d'un pays de taille moyenne. Et si les États-Unis ne parviennent pas à s'en sortir à temps, une nouvelle crise, potentiellement plus sévère que celle de 2008, pourrait être officiellement déclenchée. Cela signifie qu'en ce moment même, vous êtes face à une opportunité qui pourrait transformer votre avenir financier. Soit vous plongez dans le chaos de la vente à découvert, soit vous surfez sur la vague du changement et récoltez les profits pendant que tout le monde panique. Quel camp choisissez-vous? Ce n'est pas une vidéo d'analyse académique ennuyeuse. C'est un scénario de survie financière que vous devez comprendre si vous ne voulez pas voir vos actifs disparaître comme une bulle au milieu d'une tempête de liquidités. Et si vous pensez que le fait que les États-Unis remboursent ou non leur dette ne vous concerne pas, cette vidéo va totalement changer votre point de vue. Alors, préparez-vous, car dans les prochaines minutes, vous allez plonger dans une vue d'ensemble du plus grand jeu financier de la planète, où chaque décision politique peut entraîner soit des pertes, soit une opportunité de transformation radicale. Avez-vous déjà imaginé une situation comme celle-ci? Vous devez une somme d'argent colossale à quelqu'un. Pendant plusieurs années, vous avez dépensé de manière relativement détendue, car le prêteur ne vous a pas facturé d'intérêt. Mais à l'échéance, vous n'avez pas assez d'argent pour rembourser. Et personne n'est prêt à vous prêter à nouveau. C'est exactement la situation à laquelle le gouvernement américain est confronté. Le dernier jour du mois de juin, la dette de 6 500 milliards de dollars que les États-Unis ont contractée pendant la pandémie arrivera à échéance. Ce n'est pas une petite dette, mais une dette avec un terme précis, garantie par la crédibilité nationale et le dollar américain. Mais aujourd'hui, le Trésor américain ne dispose que de quelques centaines de milliards de dollars en liquidité, insuffisant même pour rembourser une petite partie de cette dette. Autrement dit, les États-Unis devront emprunter à nouveau pour rembourser leur ancienne dette. Cela vous semble familier? C'est exact, c'est la version roulement de dette d'une superpuissance. Laissez-moi éclaircir cela avec une histoire plus proche de votre réalité. Imaginez que vous m'empruntiez $1 million en 2020. Parce que je suis une personne généreuse, je vous prête à un taux d'intérêt proche de 0%, en vous disant « remboursez dans 3 ans ». Vous dépensez, investissez, développez des projets, sans vous soucier des taux d'intérêt. Mais à l'échéance, vous avez dépensé tout l'argent. Pour rembourser, vous devez emprunter à quelqu'un d'autre. Mais cette fois, les personnes prêtes à vous prêter ne sont plus nombreuses et si elles acceptent, elles demandent un taux d'intérêt de 4,5% par an. Vous devez emprunter pour éviter la faillite. Mais avec un taux d'intérêt aussi élevé, vous ne payez pas seulement le principal. Dans les 5 prochaines années, vous devrez également assumer des centaines de milliers de dollars d'intérêt. Revenons maintenant aux États-Unis. Lors de la crise du Covid-19, la Fed, Réserve fédérale, a considérablement élargi son bilan, injecté des milliards de dollars et créé un environnement de prêt aussi léger qu'une plume, des taux d'intérêt proches de 0%. Le gouvernement américain a bien sûr profité de cette situation. Il a émis une série d'obligations pour emprunter de l'argent, afin de financer des paquets de secours, des subventions et des programmes de relance économique. Mais maintenant, qu'en est-il? Les taux d'intérêt ne sont plus à 0%. Le Trésor n'a plus de liquidité. Les anciennes dettes arrivent à échéance. Les marchés ne sont plus aussi conciliants. Les États-Unis sont dans une position difficile. Soit ils déclarent la faillite, soit ils empruntent à nouveau, mais à des coûts bien plus élevés. Et le plus important, c'est que le marché ne va pas attendre. Si les investisseurs doutent que les États-Unis puissent rembourser leurs dettes, une vague de vente massive d'obligations américaines se propagera rapidement comme un virus. Les prix des obligations chuteront, le dollar perdra davantage de valeur et tout le système financier mondial sera entraîné dans la chute. Alors, pourquoi la fin du mois de juin est-elle si importante? Parce que ce n'est pas seulement un jour de paiement de dette,
mais un test de la confiance mondiale dans la capacité de remboursement du gouvernement américain. Et si cette confiance vacille, le marché ne prendra même pas le temps d'attendre le mois de juillet pour s'effondrer. Beaucoup pourraient se demander, les États-Unis peuvent-ils imprimer de l'argent pour rembourser? Pourquoi s'inquiéter? La réponse? Ce n'est pas aussi simple. Parce que si la Fed imprime de l'argent pour soutenir le remboursement de la dette, c'est-à-dire acheter des obligations américaines, l'inflation explosera, le dollar perdra encore plus de sa valeur, et la confiance dans les États-Unis s'effondrera encore plus. C'est pourquoi cette situation est bien plus complexe que si vous empruntiez de l'argent à un ami. Les États-Unis empruntent au monde entier, et le monde commence à douter. Un autre facteur à prendre en compte, la notation de crédit national. Si les États-Unis ne peuvent pas rembourser à temps, ou doivent imprimer de l'argent pour rembourser, des agences comme Moody's ou S&P pourraient abaisser la note de crédit des États-Unis, ce qui entraînerait des conséquences en chaîne. Ou les fonds d'investissement seraient obligés de vendre massivement leurs obligations américaines selon leurs règles internes. Ou les taux d'intérêt des prêts internationaux exploseraient. Ou le coût des emprunts pour l'économie américaine augmenterait considérablement. En résumé, la fin du mois de juin n'est pas seulement une date limite. C'est un déclencheur potentiel d'un effondrement financier mondial si les États-Unis ne gèrent pas la situation correctement. Et l'ironie, c'est que, plus vous comprenez ce qui est sur le point de se passer, plus vous serez prêt à surfer sur la vague. Supposons que vous soyez le gouvernement américain. En 2020, vous avez emprunté une somme colossale avec un taux d'intérêt presque nul. La raison en est très simple. L'économie est en récession à cause de la pandémie, et la Réserve fédérale, Fed, a dû réduire les taux d'intérêt au minimum pour sauver l'économie. Vous, comme de nombreuses entreprises, particuliers et gouvernements, avez profité de cette occasion pour emprunter massivement. Pourquoi? Parce que le coût de l'emprunt était pratiquement nul. À l'époque, personne ne pensait à l'avenir. Tout le monde croyait, après la pandémie, l'économie va se redresser et on pourra rembourser les dettes plus tard. Mais aujourd'hui, la situation est différente. Le moment de l'échéance est arrivé. Vous n'avez pas suffisamment de liquidités pour rembourser la dette. Et la seule option restante est emprunter à nouveau pour rembourser les anciennes dettes. Cela semble simple. Mais regardons les chiffres de plus près. Pendant la pandémie, le taux d'intérêt était d'environ 0,25%. Aujourd'hui, ce taux a augmenté à 4,5%, soit près de 20 fois plus élevé. Seulement 4% de plus. Vous pourriez penser. Mais pour une dette de plusieurs milliers de milliards de dollars, 1% constitue déjà un séisme financier. Alors 4%? C'est un véritable tsunami financier. L'effet domino d'un petit pourcentage. Faisons les calculs. Les États-Unis doivent refinancer environ 6 500 milliards de dollars. Avant, avec un taux proche de 0%, il n'y avait quasiment pas de coût. Maintenant, en empruntant à un taux de 4,5%, les intérêts annuels sont 6 500 milliards fois 4,5% égale 292,5 milliards de dollars par an. Et cela, c'est juste pour les intérêts de la nouvelle dette. N'oublions pas toutes les autres dettes existantes qui arrivent à échéance dans le futur. Que voyez-vous? Un pays qui semblait immunisé contre les mauvaises dettes se retrouve maintenant à devoir emprunter pour payer ses intérêts. C'est là que les taux d'intérêt ne sont plus qu'un chiffre. Ils deviennent le catalyseur qui fait fondre l'économie tout entière. La spirale mortelle, hausse des taux, augmentation de la dette, hausse des coûts. Imaginez que vous soyez à bord d'un navire financier. Autrefois, le navire fonctionnait à la vapeur lentement mais de manière stable. Maintenant, le carburant est le taux d'intérêt. À chaque fois que les taux augmentent, le moteur chauffe. À chaque fois que le moteur chauffe, le navire doit brûler plus d'argent pour refroidir le moteur. Et si l'argent pour refroidir n'est pas suffisant, le navire explose. Le problème ne réside pas dans le fait d'emprunter, mais plutôt dans la question suivante. Qui est encore prêt à prêter? Autrefois, lorsque vous émettiez des obligations du gouvernement américain, le monde entier se battait pour les acheter, car les taux d'intérêt étaient faibles, les risques étaient faibles. 2. Les prix des obligations augmentaient avec le temps. 3. Les détenteurs d'obligations pouvaient toujours les revendre à un prix plus élevé. Mais maintenant, qu'en est-il? Les prix des obligations chutent fortement à cause de la hausse des taux d'intérêt. Les anciens investisseurs subissent de lourdes pertes, personne n'ose acheter de nouvelles obligations. Le phénomène de sécurisation prend le dessus. Les gens n'investissent plus que dans des actifs tangibles ou de l'or. C'est à ce moment-là que les États-Unis entrent dans un cercle vicieux. Pour rembourser la dette, il faut emprunter de nouveau. Emprunter de nouveau, cela entraîne des intérêts plus élevés. Des intérêts plus élevés nécessitent plus d'argent. Au plus d'argent nécessaire, il faut emprunter à nouveau. Et plus on emprunte, moins de prêteurs sont prêts à prêter. C'est le cycle d'autoblocage fiscal. Les taux d'intérêt n'affectent pas seulement le gouvernement, mais aussi l'économie américaine.
Personne n'est immunisé contre cela. Les citoyens américains, acheter une maison, une voiture, ou lancer une petite entreprise entraîne des coûts d'emprunt élevés, réduction de la consommation. Les entreprises américaines, vouloir développer leur production nécessite des emprunts coûteux, réduction des investissements. Le marché boursier réagit fortement à chaque hausse des taux par la Fed, perte de confiance. Le budget de l'État, la part consacrée au paiement des intérêts devient de plus en plus importante, réduction des prestations sociales et des investissements publics. Conséquence finale, stagnation économique, chômage en hausse, chute du marché. Les États-Unis ont-ils d'autres options? Oui. Ils pourraient demander à la Fed de réinitialiser, c'est-à-dire, ou réduire les taux d'intérêt à nouveau, ou élargir le bilan de la Fed, injecter de l'argent dans le marché, racheter des obligations d'État pour réduire la pression sur la dette. Mais le problème est que la Fed n'est pas facile à contraindre. La Fed fonctionne indépendamment du gouvernement, et son objectif est de contrôler l'inflation, pas de sauver le budget. Ainsi, si la Fed estime que l'inflation n'est pas encore maîtrisée, elle continuera à maintenir des taux d'intérêt élevés, peu importe combien le système financier américain souffre. Pour mieux comprendre cette pression, regardons d'autres pays qui sont tombés dans la spirale de la dette et des taux d'intérêt. La Grèce en 2010, les taux des obligations ont explosé, incapacité à rembourser la dette, demande d'aide auprès du FMI. L'Argentine, perte de confiance des investisseurs, exclusion des marchés internationaux, dévaluation massive de la monnaie. Les États-Unis, bien qu'étant une superpuissance, ne sont pas immunisés contre les mécanismes du marché. Une fois que la confiance est ébranlée, tout peut s'effondrer plus vite que vous ne l'imaginez. Si vous comprenez cela, vous avez saisi une partie essentielle de l'ensemble de l'histoire. Ce n'est pas que les États-Unis ne peuvent pas emprunter davantage, c'est que le coût de l'emprunt les étouffe. Et si le gouvernement américain est déjà étranglé par les taux d'intérêt, que va-t-il en être des entreprises, des investisseurs, voire de vous, un citoyen ordinaire? Cela pourrait déclencher une série d'événements poussant l'économie vers une crise encore plus profonde que celle de 2008, à moins qu'une solution majeure et rapide ne soit mise en place. Il fut un temps où les obligations d'État américaines étaient considérées comme l'emblème invincible de la finance mondiale. Elles étaient comme un coffre-fort en or en plein cœur de Wall Street. Quiconque les détenait pouvait dormir sur ses deux oreilles, peu importe la volatilité du marché. Pourquoi? Parce que, l'émetteur est les États-Unis la première puissance mondiale, une armée puissante, des technologies de pointe et une économie gigantesque. 2. Les obligations américaines ont toujours un acheteur, elles permettent à la fois de réaliser des profits et de conserver un investissement à long terme en toute sécurité. 3. L'histoire du remboursement des dettes est presque sans tâche. Malgré toutes les crises traversées, les États-Unis ont toujours remboursé intégralement et à temps. Imaginez ceci. Vous tenez un simple morceau de papier, juste du papier, mais tout le monde veut l'acheter à un prix plus élevé. Parce que tout le monde croit qu'à terme, ce papier vaudra encore plus cher. C'est comme si le Bitcoin offrait une garantie de remboursement de l'actif sur l'instrument spéculatif. En 2014, si vous achetiez des obligations américaines en prêtant de l'argent au gouvernement des États-Unis d'ici 2020, vous auriez pu doubler votre mise simplement en revendant cette obligation sur le marché. D'où venait le profit? Ce n'était pas les taux d'intérêt. Et c'était la valeur des obligations qui augmentait continuellement en raison de la demande croissante. À ce moment-là, ceux qui ont acheté ont réalisé d'énormes gains, et ceux qui ont gardé leurs obligations n'ont pas pu perdre. C'est pourquoi de nombreux investisseurs ont utilisé l'effet de levier financier pour acheter des obligations américaines. L'effet de levier, l'arme à double tranchant de la finance. Vous avez $1 million. Vous achetez des obligations américaines. Ensuite, vous utilisez ces obligations comme garantie auprès de votre banque pour emprunter $950 000. Vous recommencez à acheter des obligations hypothèques, emprunts, achats supplémentaires. De cette façon, vous pouvez multiplier vos actifs par 5 ou 6. Autrement dit, avec un capital de $1 million, vous détenez des obligations américaines d'une valeur de 5 à 6 millions de dollars. Qui ne serait pas tenté? Mais voici le côté sombre. Si la valeur des obligations américaines augmente, vous devenez extrêmement riche. Si elle baisse, l'effet de levier se transforme en un nœud coulant qui vous étrangle. Et puis, l'impensable est arrivé, le tournant de 2020, lorsque les obligations américaines ont commencé à chuter. À partir de mai 2020, la courbe des valeurs des obligations américaines a changé de direction, elle n'augmentait plus régulièrement, mais a commencé à s'effondrer. Lorsque le prix des obligations baisse, les banques commencent à appeler les prêts. Elles exigent que les emprunteurs ajoutent des garanties. S'il n'y a pas d'actifs supplémentaires, ils sont forcés de vendre leurs obligations sur le marché. Plusieurs personnes vendent en même temps, le prix chute plus rapidement, le cercle vicieux de la vente forcée se répand. En seulement 3 ans, tous les bénéfices accumulés pendant les 6 années précédentes se sont envolés.
Pourquoi les obligations américaines ont-elles chuté de manière aussi dramatique? C'est très simple. Parce que ceux qui étaient les plus confiants ont commencé à se retirer. La Chine, le Japon, deux des plus grands créanciers des États-Unis, ont vendu massivement des obligations. La Chine a besoin de liquidités pour faire face à la crise de l'immobilier domestique. Le Japon doit également défendre le yen faible et freiner l'inflation. Lorsque ces gros joueurs se retournent, la confiance du marché commence à vaciller. Ainsi, les obligations d'État américaines, autrefois considérées comme des actifs sans risque, sont devenues un bien brûlant, que personne n'ose garder trop longtemps. De la maison solide à la villa aux fondations fissurées. Un expert financier a un jour comparé les obligations américaines à une villa cossue, située dans le centre-ville, avec une sécurité et des caméras 24 juillet. Mais le problème est, ces fondations sont en train de pourrir. Vous pouvez rénover l'extérieur, peindre les murs, planter des fleurs pour attirer les visiteurs. Mais si les fondations sont faibles, tôt ou tard, tout s'effondrera. Pourquoi personne ne veut plus rénover la maison? Parce qu'une simple rénovation ne suffit pas. Les gens commencent à douter de la viabilité à long terme de la maison entière. Le gouvernement des États-Unis manque maintenant de liquidités, doit emprunter davantage et doit payer des taux d'intérêt élevés. Mais le pire, c'est que, il se pourrait que plus personne ne veuille prêter. Quand les obligations ne montent plus en valeur et baissent continuellement, elles ne sont plus un instrument d'investissement, mais un piège à perte d'argent. L'effondrement des obligations américaines génère un effet domino. De nombreuses banques américaines détiennent de grandes quantités d'obligations. Lorsque les prix chutent fortement, elles perdent leur liquidité et font faillite. Le crédit interbancaire devient plus restrictif, perturbant les entreprises ayant besoin de crédit à court terme. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les organisations d'investissement mondiales subissent également de lourdes pertes à cause de leurs obligations à long terme. Un produit autrefois considéré comme le plus sûr est désormais devenu la menace potentielle la plus grande. Autrefois qualifié de refuge le plus sûr au monde, les obligations américaines ont perdu leur âme, la confiance. Et vous savez quoi? Un marché peut survivre avec une dette élevée, voire avec de l'inflation. Mais il ne peut pas vivre sans confiance. Une fois que la confiance disparaît, il ne reste plus que du papier. Alors, si le marché n'a plus confiance dans les obligations américaines, que va-t-il se passer ensuite? C'est à ce moment que les États-Unis se retrouvent confrontés à deux options. Soit ils tentent de maintenir la maison qui est sur le point de s'effondrer. Soit ils laissent tout exploser et recommencent à zéro. Vous avez une maison, très spacieuse, très belle, autrefois la fierté du quartier. Mais maintenant, les fondations sont fissurées. Les murs s'effritent. Le système électrique et l'eau sont instables, avec des fuites. Vous avez deux options. La première, continuez à réparer, colmater ici et là. Mais plus vous réparez, plus les coûts augmentent, et plus le risque d'effondrement est imminent. La seconde, laissez tout s'effondrer. Démolir tout. Puis reconstruire depuis le début. Et à ce moment-là, beaucoup croient que le gouvernement américain envisage la deuxième option. Un effondrement contrôlé. Effondrement des obligations. Effondrement des actions. Effondrement du dollar. Pour commencer un nouveau cycle de reconstruction, renaître des cendres. Vous pensez que c'est un jeu risqué? Pas du tout. Les États-Unis ont déjà agi ainsi. En 2008, après l'effondrement de Lehman Brothers, le marché financier mondial s'est effondré. À ce moment-là, les États-Unis ont laissé le choc se propager puis, au pic de la crise, la Fed est intervenue. Ont imprimé de l'argent. Ont abaissé les taux d'intérêt. Ont injecté des milliers de milliards de dollars sur le marché. Résultat, le marché américain s'est rétabli plus rapidement que n'importe quel autre pays, tandis que les flux de capitaux mondiaux se sont retournés vers les États-Unis. Imaginez cela. Vous savez que votre maison est sur le point de brûler. Mais au lieu d'essayer de maintenir les murs en train de s'effondrer, vous décidez de la laisser brûler complètement. Parce que vous avez un nouveau plan de reconstruction, des matériaux de haute qualité. Et surtout, vous avez une assurance, qui est l'assureur des États-Unis. C'est la Fed. Et c'est le stock d'or de plus de 8000 tonnes en sa possession. Les États-Unis peuvent supporter des pertes à court terme. Mais après le choc, ils seront les seuls à avoir les ressources nécessaires pour reconstruire. Et le reste du monde, il devra vendre des actifs, emprunter de l'argent, demander de la liquidité puis courir vers les États-Unis pour chercher un refuge. Vous voyez? Ce n'est pas un effondrement soudain. C'est une restructuration stratégique. Un incendie contrôlé. Et celui qui maîtrise le calendrier de l'incendie, qui a le seau d'eau prêt, qui sait où reconstruire les fondations, sera celui qui transformera la crise en opportunité. La question est, que ferez-vous? Rester à l'écart et espérer que tout ira bien? Ou voulez-vous être celui qui se positionne pour saisir le moment de la reconstruction, prêt à agir quand le feu aura passé? Mais attendez,
Si les États-Unis veulent s'effondrer pour renaître, ils ont besoin d'un catalyseur. Une raison suffisamment forte pour que la Fed soit obligée d'imprimer de l'argent. Alors, quel est ce catalyseur? Qui appuiera sur le bouton? Et pourquoi les barons de la finance sont-ils toujours gagnants lorsque tout s'effondre? Vous êtes-vous déjà demandé? Qui dirige vraiment le jeu financier mondial? Peut-être que vous pensez que c'est le président des États-Unis. Peut-être que vous pensez que c'est le ministère des Finances. Mais en réalité, le pouvoir suprême ne réside pas à la Maison-Blanche, mais au siège de la Réserve fédérale, la Fed. La Fed n'est pas une banque centrale publique comme vous pourriez le penser. Elle n'appartient pas au gouvernement. Elle fonctionne de manière indépendante et est dirigée par un groupe de personnes, pour la plupart des représentants des intérêts des plus grandes institutions financières des États-Unis. Vous avez bien entendu. La banque centrale la plus puissante du monde, qui a le pouvoir de, ont imprimé de l'argent sans limite, ont ajusté les taux d'intérêt à sa guise, ont manipulé la liquidité mondiale, est contrôlée par des groupes financiers privés. Et vous pensez que la Fed va d'abord aider qui? Le gouvernement? Le peuple? Non. Elle va s'aider elle-même. Les capitalistes derrière la Fed doivent d'abord être protégés, puis via le tour du marché, et enfin l'économie. En 2008, lorsque la crise a éclaté, savez-vous qui a été sauvé en premier? Lehman Brothers a été déclaré en faillite. Les gens ont perdu leur emploi, leur maison. Mais Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup, ils ont reçu des centaines de milliards de dollars de la Fed. Et quelques mois plus tard, ils ont rapporté des bénéfices records. D'un côté, des gens qui ont du mal à mettre de l'essence dans leur voiture. De l'autre, des discussions sur l'achat de propriétés sous saisie à prix réduit. C'est ainsi que les capitalistes fonctionnent. Ils poussent le marché dans la crise, puis attendent que la Fed commence à imprimer de l'argent. Ensuite, ils achètent tout quand tout brûle. Savez-vous pourquoi la Fed doit absolument intervenir lorsque les obligations américaines sont sur le point de mourir? Parce que les obligations américaines sont la veine principale du système financier. Et les actifs des capitalistes sont étroitement liés à ce système. Si le système s'effondre, ils s'effondreront aussi. C'est pourquoi ils ne laisseront pas cela arriver. C'est la raison pour laquelle, bien que la Fed ait dit qu'elle continuerait à resserrer la politique, au premier trimestre de cette année, elle a discrètement cessé de réduire son bilan. Et à l'avenir, il est fort probable que la Fed baisse les taux d'intérêt, commence à imprimer de l'argent à nouveau, ou injecte des fonds dans les obligations et le marché des actifs. Imaginez ceci. Vous détenez des milliards de dollars d'actifs financiers. Le marché est sur le point de chuter. Vous savez que la Fed ne laissera pas tout s'effondrer. Vous vendez tôt, vous gardez des liquidités. Puis, lorsque la Fed imprime de l'argent, vous rachetez tous les actifs à bas prix. C'est la stratégie clé. Créer une crise, forcer la Fed à agir, acheter au fond, réaliser les gains. Et le peuple, dans tout ça? Nous n'avons pas le pouvoir d'influencer la Fed. Nous ne pouvons pas donner des ordres comme Wall Street. Mais, nous pouvons les lire. Lorsque vous comprenez pourquoi la Fed doit agir pour sauver certains, vous saurez quand le marché touche le fond, quand l'argent sera réinjecté. Et si vous ne voulez pas rester là à regarder les requins chasser, commencez à observer comme un initié. Comment les taux d'intérêt changent-ils? Quels signes la Fed envoie-t-elle? Où l'argent va-t-il circuler après l'effondrement? Plus vous comprenez, plus vous saurez. Quand courir, quand attendre et quand acheter. Mais il reste une question sans réponse. Si la Fed imprime de l'argent, si les taux d'intérêt baissent, si l'argent devient un nouveau bon marché, quelle est la véritable opportunité pour les petits investisseurs comme nous? Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je suis certain que vous ne voulez plus rester en dehors du grand jeu financier mondial. Vous voyez maintenant clairement qui contrôle les marchés. Vous comprenez comment fonctionne la Réserve fédérale. Et vous savez ce qui se passe lorsque les taux baissent? Que le bilan s'élargit et que la liquidité réinonde le système. Alors maintenant la grande question est, que peuvent faire les petits investisseurs comme vous et moi? Je ne suis pas ici pour vous vendre un rêve. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de secret magique. Mais il y a une chose dont je suis convaincu. Lorsque vous comprenez le cycle des resserrements et assouplissements monétaires, vous savez quand il faut se protéger et quand il faut attaquer. Une crise n'est pas un moment de panique. C'est le moment où les capitalistes font fortune. Vous pensez que Warren Buffett est devenu riche grâce à des actions qui montent tranquillement? Faux. Il est devenu riche parce qu'il savait acheter, quand tout le monde avait peur. En 2008, le monde liquidait. Buffett avait du cash et rachetait des entreprises. En 2020, les marchés s'effondraient. Buffett gardait des obligations à court terme en attendant le bon moment. Et aujourd'hui, il détient à nouveau du cash. La vraie question est, êtes-vous prêt à faire pareil? Pas besoin de milliards. Il suffit de savoir quand détenir des actifs refuges, savoir quand rester à l'écart.
et savoir quand revenir sur les marchés. Supposons que vous m'ayez écouté depuis début 2024. Vous avez accumulé de l'or pour préserver votre pouvoir d'achat, du yen pour se couvrir contre les risques du dollar, du cash pour rester liquide quand les marchés paniquent. Et aujourd'hui, l'or a pris de la valeur. Le yen remonte. Le dollar s'affaiblit. Prochaine étape, attendre le crack. Quand les marchés mondiaux vacilleront peut-être en juin ou juillet. Les actifs seront bradés. Les actions américaines plongeront. L'immobilier chutera. Le dollar sera attaqué. Ce sera le moment de vendre votre or, vendre vos yens, acheter des dollars à bas prix. Puis, quand la Fed rouvre les vannes monétaires, vous rachetez des actifs américains à prix cassé. Je ne vous dis pas que vous deviendrez riche du jour au lendemain. Mais si vous suivez le bon tempo selon le cycle crise-reprise, vous ne vous contenterez pas de protéger votre capital. Vous pourrez gravir l'échelle sociale, pas grâce à la chance, mais parce que vous aurez agi avant les autres. Bien sûr, chacun a son propre appétit pour le risque. Vous n'avez pas besoin de tout miser sur un seul actif. Mais la chose la plus importante, c'est ne restez pas immobile. Ayez un plan et soyez prêt avant que la vague n'arrive. Si cette stratégie vous semble utile, enregistrez cette vidéo car au moment fatidique, vous aurez besoin de la revoir, pas à pas, pour ne rien rater. Où ira la liquidité? Quels actifs rebondiront en premier? Et surtout, quelles actions devez-vous prendre dès maintenant? Et voilà, nous venons de parcourir ensemble un cycle entier du système financier. Des premiers signes de fissure, au raz-de-marée invisible causé par la chute des obligations américaines, jusqu'à l'effet domino, le dollar vacille, les marchés tanguent. Et maintenant, nous voici à l'aube d'une reconstruction à grande échelle. Vous vous dites peut-être, tout ça semble trop énorme pour moi. Mais en réalité, chaque crise mondiale commence par de toutes petites décisions. Et les opportunités aussi. Un simple clic d'achat au bon moment. Un choix de ne pas vendre dans la panique. Une décision de rester à l'écart quand tout le monde se précipite. Ces gestes-là, accumulés, peuvent faire toute la différence dans une vie entière. Je ne vous promets pas que vous deviendrez milliardaire. Mais j'espère sincèrement que, lorsque les marchés trembleront, vous ne céderez pas à la panique. Et que, lorsque la porte des opportunités s'ouvrira, vous serez prêt à entrer. C'est pour cela que si ce que je partage vous paraît utile, cliquez sur j'aime pour sauvegarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne secrète DE Prospérité. Et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour cruciale. Je partagerai encore davantage les points d'entrée clés pour investir, les mouvements stratégiques de la Fed, et des analyses approfondies pour vous aider à prendre des décisions financières éclairées. Je ne vends pas de formation. Je ne promets pas de richesse en 3 jours. Je veux simplement vous accompagner comme un ami lucide, prêt à vous montrer que l'argent ne se trouve pas là où tout le monde regarde, mais là où peu de gens osent attendre. Si, dans cette vidéo, une seule phrase vous a fait réfléchir, ou une image vous a aidé à mieux comprendre les marchés, alors, j'estime que ma mission est accomplie.